Il y a 10 ans, jour pour jour, les 7, 8 et 9 janvier 2015, la France était touchée par une série d'attentats contre Charlie Hebdo, contre des policiers et contre des personnes juives. En tout, ce sont 17 personnes qui ont été tuées ces jours-là. Alors on va revenir sur ces journées qui ont marqué le pays, et ensuite on verra aujourd'hui à quoi ressemble la menace terroriste, comment la loi a-t-elle évolué, et quelle est la perception des Français sur la question de la liberté d'expression. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. On reviendra ensuite dans les actualités en bref dans le reste de l'actualité, et notamment la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors le 7 janvier 2015, les frères Kouachi, deux terroristes ayant prêté allégeance à Al-Qaïda, abattaient 12 personnes à la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Ils avaient déclaré agir en représailles à la publication par le journal de caricatures du prophète de l'islam, des caricatures qu'ils jugeaient blasphématoires. Ces deux terroristes avaient d'abord tué Frédéric Boisseau, chargé de la maintenance du bâtiment, mais aussi 8 journalistes, 8 dessinateurs et plus largement 8 membres de la rédaction: Cabu, Charb, Tinius, Honoré, Wolinski, Bernard Maris, Mustapha Ourad et Elsa Kaya. Michel Renaud, un invité de la rédaction, était lui aussi tué par les frères Kouachi, ainsi que 2 policiers, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabé. A noter que Simon Fieschi, le webmaster du journal, qui avait été grièvement blessé lors de l'attentat, est mort en octobre dernier à 41 ans. Il était lourdement handicapé depuis l'attentat. Le lendemain, le 8 janvier, c'est à Montrouge, à côté de Paris, qu'une policière, Clarissa Jean-Philippe, était abattu par Amédi Koulibaly, un proche des frères Kouachi. Il avait alors réussi à s'enfuir et commis un autre attentat le 9 janvier dans un supermarché hyper cachère de la porte de Vincennes à Paris. Ce jour-là, il avait tué 4 personnes de confession juive: Johan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François-Michel Saada, et en avait retenu 16 autres. Les 3 terroristes avaient finalement été tués par les forces de l'ordre. Peu de temps après, le 11 janvier, 4 millions de personnes avaient manifesté en France pour défendre la liberté d'expression et lutter contre l'antisémitisme, une manifestation historique par son ampleur. Alors, ce mardi, 3 cérémonies ont été organisées à Paris pour rendre hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère et au policier Ahmed Merabé. Le président Emmanuel Macron était présent, ainsi que plusieurs personnalités politiques, comme des ministres et des élus locaux. Par ailleurs, concernant la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, un hommage lui sera rendu mercredi sur les lieux de l'attaque à Montrouge. Mais alors, 10 ans après, y a-t-il encore une menace terroriste en France, et comment est-ce que cette menace a évolué? Eh bien, dans une interview qui a été publiée par le journal Le Parisien ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé, je cite, que la menace terroriste n'a jamais été aussi présente et que la France pourrait être frappée de nouveau. Il faut savoir que 9 tentatives d'attentats islamistes ont été déjouées en France en 2024, c'est le plus grand nombre depuis 2017, et selon le ministre, 3 de ces attaques visait spécifiquement les Jeux Olympiques. Il n'a pas donné d'informations supplémentaires sur les autres attaques. Par ailleurs, il faut savoir que de nombreux spécialistes estiment qu'aujourd'hui, en fait, la nature du risque et de la menace a évolué. En fait, à l'époque, la menace, elle était principalement exogène, donc elle provenait principalement de l'étranger, avec très souvent, en fait, des attaques qui étaient planifiées ou soutenues par des groupes qui sont situés hors de la France. Aujourd'hui, c'est une situation assez différente. Les autorités, mais les spécialistes aussi sur le sujet, parle davantage de menaces endogènes, donc une menace qui provient de l'intérieur du pays, avec des attaques qui seraient menées par des individus radicalisés sur place, et donc un phénomène qui serait en augmentation. A noter que le ministre de l'Intérieur estime aussi qu'il y a une autre menace, celle des islamistes qui sortent de prison. Selon lui, ils étaient 83 en 2024, ils seront plus de 60 en 2025. Alors face à tout cela, ce lundi, Emmanuel Macron a appelé à poursuivre sans répit la lutte contre le terrorisme, soulignant que le risque demeure dans nos sociétés. Mais alors, comment est-ce que la loi a évolué en matière de lutte contre le terrorisme ces dernières années? C'est un point important à souligner, la loi a beaucoup évolué. On va pas tout détailler, parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées, mais ce qu'on peut noter, c'est qu'en juillet 2015, il y avait une loi qui a été mise en place pour encadrer bien légalement les activités des services de renseignement, et c'est une loi qui a été adoptée, qui autorise des techniques spécifiques, comme des écoutes téléphoniques, la surveillance électronique, ou encore l'utilisation de ce que l'on appelle les IMSI catchers. C'est des dispositifs qui peuvent être cachés dans des valises par exemple, et qui peuvent intercepter des communications mobiles dans un périmètre donné. Cette loi en quelque sorte, elle met fin à une forme de flou juridique. L'année suivante, il y a une autre loi, la loi Urvoas, qui a été adoptée. Elle étend les pouvoirs des services de renseignement en matière de surveillance
France. Elle criminalise aussi la consultation répétée de sites djihadistes et elle rend possible les perquisitions la nuit. Ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'en 2016, la peine maximale pour participation à une association de malfaiteurs terroristes passe de 20 à 30 ans de prison. Enfin, dernier élément important qu'on peut noter, c'est en 2017, une loi qui va intégrer dans le droit commun plusieurs mesures qui étaient auparavant réservées à l'état d'urgence, donc à une situation exceptionnelle. Alors on peut parler de périmètre de protection, de fermeture administrative de lieux de culte ou encore de mesures de surveillance contre des personnes suspectées de terrorisme. À noter que ce passage dans le droit commun de certaines mesures d'état d'urgence avait été à l'époque fortement critiqué par des ONG de défense des libertés publiques et de lutte contre la surveillance. On en avait déjà parlé à l'époque, mais vous étiez peu nombreux à suivre la chaîne. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Alors, autre question qu'on peut se poser aujourd'hui, comment est-ce que le rapport des Français au droit à la caricature ou encore à la liberté d'expression a évolué au fil des années? Et bien justement, ce mardi, Charlie Hebdo a publié un numéro spécial dans lequel il révèle une enquête sur le sujet qui a été menée par l'IFOP avec la fondation Jean Jaurès. On peut y lire que 76% des Français interrogés estiment que la liberté d'expression est un droit fondamental et que la liberté de caricature en fait partie. Et c'est un chiffre plus important que ce que l'on pouvait avoir en 2012 par exemple, où ils étaient 58%. Mais ce qu'on peut noter tout de même, c'est qu'il y a un écart de réponse entre les générations. En effet, il y a 32% des moins de 35 ans qui estiment qu'on ne peut pas dire et caricaturer n'importe quoi sous couvert de liberté d'expression. 32% donc des moins de 35 ans, alors que c'est seulement 21% des 35-64 ans. Autrement dit, les plus jeunes semblent moins ouverts donc à cette liberté de caricature. À noter que entre les années 2020, donc c'était déjà près de 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo et aujourd'hui, le soutien à Charlie Hebdo semble de moins en moins présent. En août 2020, c'est 80% des Français qui affirmaient que s'ils se retrouvaient en janvier 2015, ils voudraient participer à la minute de silence organisée en hommage aux journalistes victimes de l'attentat. Ils ne sont plus que 71% en juin 2024. Et encore une fois, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus sur cette étude. En tout cas, ce qui est sûr, pour en revenir à Charlie Hebdo, c'est que aujourd'hui, l'équipe travaille dans des conditions très particulières. 10 ans après, la rédaction est toujours menacée. Elle est donc soumise à des règles très strictes en matière de sécurité. L'adresse des bureaux est complètement confidentielle, le lieu est surprotégé. Par ailleurs, dans les locaux du journal, il y a une pièce sécurisée où se cacher en cas d'attaque. On peut aussi noter que les interviews se font à l'extérieur et plusieurs employés sont escortés dans leurs déplacements quotidiens. Il est par ailleurs vivement conseillé aux journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo de ne pas indiquer les endroits où ils se rendent. Et à noter au passage, à la veille des commémorations du 10e anniversaire donc de l'attentat contre Charlie Hebdo, le procès de l'attaque au hachoir visant Charlie Hebdo en 2020 s'est ouvert. Alors de quoi parle-t-on ici? Eh bien le 25 septembre 2020, un homme d'origine pakistanaise avait attaqué 2 personnes près des anciens locaux de Charlie Hebdo sans savoir qu'ils avaient été délocalisés. 2 personnes ont été donc grièvement blessées à l'époque. Il comparaît donc lors de ce procès pour tentative d'assassinat terroriste et encourt la perpétuité. 5 autres personnes sont par ailleurs jugées avec lui pour association de malfaiteurs terroristes criminels. On suivra évidemment le procès dans les prochains jours. Ça me semblait en tout cas essentiel aujourd'hui de revenir sur ces attentats de janvier 2015. On continuera à en parler cette semaine. Je vous laisse avec Morgane pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans, a-t-on appris ce midi. Jean-Marie Le Pen était le cofondateur du parti d'extrême droite Le Front National, ancêtre du Rassemblement National, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen. En 2011, il a cédé la présidence du parti à sa fille Marine Le Pen. Il s'est présenté 5 fois à l'élection présidentielle et a été député à 2 reprises et député européen pendant 32 ans. Avant sa carrière politique, Jean-Marie Le Pen a servi dans l'armée française et a notamment participé à la guerre d'Algérie entre 1956 et 1957. Il a notamment revendiqué la torture des Algériens avant de se rétracter. Jean-Marie Le Pen a été condamné à plusieurs reprises pour négationnisme ou encore incitation à la haine raciale. Il avait notamment qualifié les chambres à gaz de détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers mois, il avait été placé sous le régime de la protection juridique, une forme de tutelle allégée. Suite à l'annonce de sa mort, l'Élysée a estimé dans un communiqué que Jean-Marie Le Pen a joué un rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans, qui relève désormais du jugement de l'histoire. De son côté, Jordan Bardella, actuel président du Rassemblement National, a parlé d'un homme qui a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté et a invité à respecter le deuil de ses proches. Le Premier ministre François Bayrou a quant à lui qualifié Jean-Marie Le Pen de figure de la vie politique française, au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée, tandis que Jean-Luc Mélenchon a estimé que le combat contre l'homme est fini, mais celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme
l'antisémitisme qu'il a répandu continue. Deuxième actu, un puissant séisme a frappé ce mardi le Tibet, une région autonome faisant partie de la Chine, faisant au moins 126 morts et 188 blessés, selon le bilan provisoire à l'heure où je tourne ces actus du jour. Un premier séisme de magnitude 6,8 a touché le pays autour de 9h05 heure locale, soit 2h05 heure française. L'Institut d'études géologiques américain fait, lui, état d'une magnitude de 7,1. La magnitude permet de définir l'intensité du séisme. Elle n'a pas de maximum, mais pour vous donner un ordre de comparaison, le séisme le plus puissant de l'histoire avait une magnitude de 9,5. Cette première secousse au Tibet a été suivie de nombreuses répliques, dont la plus puissante était de magnitude 4,4. Le président chinois Xi Jinping a affirmé qu'il allait tout mettre en œuvre pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que pour soigner les blessés. Le séisme a touché le canton de Dingri, une zone de haute altitude où les températures sont très froides, ce qui rend les conditions plus extrêmes pour les victimes et les secouristes. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Troisième info, un premier cas du nouveau variant du virus Mpox, auparavant appelé la variole du singe, a été identifié en France selon un communiqué du ministère de la Santé publié ce jeudi. Ce variant, le clade 1b, est apparu fin 2023 et est considéré comme plus contagieux, mais aussi plus dangereux. La personne contaminée est une femme qui a été diagnostiquée à l'hôpital de Rennes selon le ministère de la Santé. Le communiqué précise qu'elle ne s'est pas rendue en Afrique centrale, où la maladie circule activement depuis plusieurs mois. Elle a été en contact avec 2 personnes de retour de cette zone, autour desquelles un protocole a été mis en place pour chercher d'autres cas contacts. Le Mpox se transmet par des contacts physiques étroits et se manifeste notamment par des éruptions sur la peau. Le variant clade 1b a déjà été détecté dans d'autres pays d'Europe, comme la Suède et l'Allemagne. Alors après, pour nuancer, le communiqué du ministère se veut rassurant. Le risque d'infection pour la population générale ou d'épidémie est considéré comme faible par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Il rappelle malgré tout l'importance de se faire vacciner pour les personnes à risque, comme les travailleurs du sexe ou les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Quatrième info, à Rouen, en Normandie, des tags antisémites ont été découverts ces derniers jours sur la synagogue de la ville, le lieu de culte de la communauté juive. Des tags ont également été découverts sur la résidence du rabbin, située près de la synagogue, selon le média local Ici Normandie. Ces tags comportent notamment des croix gammées, des références à Hitler et appellent par exemple à gazer les juifs. Pour Natacha Benaïm, la présidente de la communauté juive de Rouen, ces tags pourraient être liés à Hanouka, une célébration juive qui s'est tenue du 25 décembre au 2 janvier. Une plainte a été déposée contre X pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. De son côté, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dit espérer que la justice sera intraitable et que toucher nos compatriotes juifs, c'est toucher la France. À noter par ailleurs que ce lundi, plusieurs tags d'étoiles de David ont été retrouvés à Vincennes, à proximité de l'Hypercacher, le supermarché où une prise d'otage avait eu lieu en janvier 2015, peu après l'attentat de Charlie Hebdo. Une enquête a été ouverte. Cinquième info, au jour du 4e anniversaire de l'assaut du Capitole ce lundi, le Congrès américain a certifié la victoire de Donald Trump suite à l'élection présidentielle de novembre. Ça signifie que Donald Trump est officiellement réélu président des États-Unis pour un 2e mandat avec 312 grands électeurs. Cette procédure fait partie du système électoral américain et est d'habitude considérée comme une simple formalité. Les élus du Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, se retrouvent pour faire le décompte des grands électeurs pour chaque candidat. Ironiquement, c'est Kamala Harris, actuelle vice-présidente américaine et adversaire perdante de Trump lors de l'élection, qui a officié ce décompte. Pour éviter la tenue d'événements comme en 2021, le Capitole était protégé par un important dispositif policier, mais aucun débordement n'a été à déplorer. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a célébré un grand moment dans l'histoire avant de poster une photo de la foule présente lors de l'assaut du Capitole de 2021. La prochaine étape est désormais son investiture en tant que président, qui aura lieu le 20 janvier. Sixième info, le projet de musée mémorial du terrorisme, annoncé par Emmanuel Macron, va finalement être maintenu, selon des informations de France Info. D'abord annoncé en 2018, le projet avait finalement été abandonné en décembre dernier pour des raisons budgétaires. L'annonce de ce maintien arrive ce mardi, à la date anniversaire des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Le projet devrait être maintenu tel qu'il a été conçu initialement, selon France Info, qui cite des propos attribués à Emmanuel Macron. Le musée devrait donc ouvrir en 2027 à Suresnes, en Île-de-France. Il sera construit plus précisément sur le Mont Valérien, le principal lieu d'exécution de résistants et d'otages en France par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est un haut lieu de mémoire française. Alors le lieu du musée pourrait être changé à l'avenir car il est source de désaccords. Des associations de mémoire de victimes de la Shoah craignent notamment que son emplacement invisibilise la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Le musée comptera dans ses collections des objets venant de lieux d'attaque comme des tables de bar ou des objets ayant appartenu à des victimes données par leur famille. Et enfin, dernière info, à partir de ce mercredi, tous les virements bancaires en France seront gratuits et instantanés pour tous les clients particuliers ou professionnels. En fait, les banques françaises ont jusqu'à ce mercredi pour se conformer à un règlement européen mis en place en 2023 qui impose aux banques ces virements gratuits et instantanés.
instantané. Jusqu'ici, seules certaines banques le proposaient gratuitement, la plupart faisaient payer des frais allant de 50 centimes à 1 euro pour un virement instantané qui arrivait en quelques secondes. Merci beaucoup Morgane pour ce point sur le reste de l'actualité. Alors si vous voulez plus d'actualité, je rappelle qu'on est très présent sur Instagram, je pense que vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Ce format s'écoute aussi en version podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur toutes les applications de podcast. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.